Vous êtes nombreux à nous suivre sur les médias leaders, auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience. Je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Favara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la célébration prochaine de la Semaine nationale de la citoyenneté. En deuxième partie d'émission, il sera question du Niger avec la tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum. Et enfin, en dernière partie d'émission, il sera question des dernières actualités sur le retrait de la MINUSMA au Mali. Voici pour le menu, et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec la fenêtre des avant-propos. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette présente convocation? Oui, merci Président. Moi, ce qui retient mon attention, c'est quand même le point sur l'épidémie de la dengue. Quand on regarde, les chiffres doivent pour moi interpeller. Du 1er janvier au 15 octobre, ce sont 50 478 cas suspects, 25 502 cas probables, 214 décès. Et on nous précise que en une semaine, c'est-à-dire du 9 au 15 octobre, ce sont 10 117 cas suspects qui ont été enregistrés, 4 377 cas probables et 48 décès. Donc, vous voyez, 48 décès en seulement une semaine. Je pense que ça interpelle ceux encore qui s'asseyent et qui disent « Ah, ça là, les gens racontent des choses, dingue, toujours dingue, là, c'est pas trop sûr que... » Ah non, ça tue. Et actuellement, ça fait vraiment peur. Et on salue encore donc la décision du gouvernement de la gratuité des tests, parce qu'on sait qu'à partir du moment où vous savez ce qu'il en est de votre cas, si vous avez la dengue ou pas, le traitement se fait beaucoup plus facile parce que c'est plutôt les symptômes qui sont traités. Et si c'est vraiment le paludisme et que ça n'a rien à voir avec la dengue, vous savez comment est-ce que vous pouvez vraiment vous traiter. Mais vraiment, ça interpelle quand on entend ces chiffres-là. Et je crois aussi que pour les Burkinabés que nous sommes, il faut savoir que c'est nos comportements de tous les jours là qui nous posent des problèmes. Les caniveaux sur lesquels on construit, tout est bouché, c'est des nids de moustiques à n'en pas finir, des pneus qu'on jette ici. C'est une question d'hygiène et d'assainissement. C'est ça le problème. Souvent, nous sommes à la base de nos propres turpitudes. Maintenant, on s'assoit, on dit non, c'est lâcher de moustiques ici, c'est ceci, c'est cela. Mais à Ouaga, on en souffre. Ils n'ont pas lâché de moustiques ici. Ça veut dire qu'il y a nos comportements qu'il faut travailler à changer. Et les autorités aussi sont interpellées. Il faut de la rigueur. Parce que même si vous avez fini d'enlever tous les nids qui sont chez vous et que dès que vous sortez, ils ont mis les boutiques là sur tous les caniveaux, on ne va pas s'en sortir. Et je pense que c'est des éléments qui nous interpellent. Ça a l'air d'être des petites choses, mais en fait, ce sont de grosses conséquences. Aujourd'hui, on parle de la dengue. Demain encore, à la faveur du changement des saisons, c'est une autre maladie du fait de nos négligences sur le plan des propriétés qui nous rattrape encore. Donc, c'est des petits gestes qui sauvent beaucoup de choses. Il faut assainir notre environnement et ça, c'est important. Alors, juge Bedna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est toujours le rapport des travaux des forces vives de la nation qui disent que pour l'élection des députés, qu'il faut élire certains députés et nommer d'autres sur la base de la compétence pour pouvoir garantir une qualité de la représentation nationale, donc pour que le travail parlementaire soit de meilleure qualité. Donc cette proposition fait partie de celles qui ont été retenues, certainement pour soumettre à débat. Alors effectivement, si réellement on a besoin de tels profils de députés, on peut s'asseoir, se parler et puis dire on propose tel profil, ou bien tel niveau d'instruction, c'est selon ce qu'on veut. Mais permettre la nomination, ce n'est pas, si on veut également, on opérationnalise une deuxième chambre qui permette à qui de droit de nommer ses représentants là-bas. Et c'est même dit dans les propositions d'instituer une deuxième chambre du Parlement pour tenir compte des organisations de la société civile.
Donc c'est dans cette deuxième chambre, on peut nommer, avec aussi des pouvoirs qui lui sont dévolus. Et puis voilà. Mais dire qu'il faut permettre de nommer dans les propositions et dans l'entendement de ceux qui l'ont proposé, quand je discute avec certains participants, c'est de faire en sorte que ce soit le chef de l'État qui nomme certains députés pour compléter sur la base de compétences ou de, je ne sais pas, moi j'ai dit non. Le mieux, vous dites, bon, pour être député désormais au Burkina, voici les conditions, et les partis politiques ou les candidats indépendants qui veulent briguer un siège de député, voici les conditions à remplir par vos différents candidats. On règle le problème. Sauf à méconnaître le travail du député, qui est de contrôler l'action du gouvernement, de consentir l'impôt et de voter la loi. Ce sont les 3 missions d'un député. Il n'y a pas autre mission. Maintenant, si vous avez besoin du député pour faire autre chose, ça c'est différent. Mais si on veut, effectivement, on peut instituer une deuxième chambre qui permette même au chef de l'État de nommer certains quotas, comme dans certains pays. Donc ça, oui, ça peut se faire. Mais il faut... mais dire que il faut, parce que qui dit député, on parle de représentation nationale, c'est-à-dire que comme tout le Burkinabé ne peut pas se retrouver pour voter les lois, consentir l'impôt et puis contrôler l'action du gouvernement, on permet à des gens que nous choisissons librement, c'est pourquoi il y a les élections, nous choisissons librement pour aller nous représenter. Maintenant, si on permet à quelqu'un de nommer quelqu'un pour aller me représenter, est-ce que réellement moi il peut dire qu'il me représente pour quel travail? Est-ce que je l'ai mandaté? Non. Où tout le monde est nommé, où tout le monde est élu. Maintenant, dans la deuxième chambre, ça, on peut permettre ce genre de choses. Mais député, bon, c'est bon comme proposition, mais je pense que c'est bon qu'on reste dans la forme actuelle du député dans l'élection pour que l'aspect de la représentativité de l'élu national puisse être effectivement clairement exprimé. Mais vous me nommez quelqu'un qui est assis à l'Assemblée nationale, moi, je ne l'ai pas élu. Il représente vos intérêts là-bas. Ce n'est pas moi mes intérêts. Donc ça va poser un problème de légitimité. Du 23 au 27 octobre prochain, le Burkina Faso vibrera au rythme de la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est une célébration dont l'objectif est d'informer et sensibiliser les populations, non seulement sur les actes de citoyenneté et également ceux qui l'accompagnent. Juge Geoffroy Vaha, déjà quand on parle de citoyenneté, que faut-il entendre par là? Qu'est-ce que c'est? Bon, parce que ça ramène déjà au citoyen. Le citoyen, c'est peut-être l'administré, c'est vous, c'est moi, mais qui a un dénominateur commun, c'est l'intérêt général et se comporter en tant que tel pour cela. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'individu ou le Burkinabé de façon générale, c'est quelques valeurs qu'on veut lui reconnaître. C'est des engagements qui devraient être les siens dans la communauté dans laquelle il est et donc des actes qui sont attendus de lui. C'est bien pour cela que quand vous regardez la thématique de cette année, c'est axé sur la question de la reconquête du territoire. Donc ce qui est demandé, c'est comment est-ce que le Burkinabé dans son attitude concourt à cela. C'est par un engagement, c'est par un soutien, c'est ce que veut développer le gouvernement pendant cette période-là. L'appartenance à des intérêts communs et le partage de certaines valeurs. Maintenant, c'est dans un contexte. Tout à l'heure, quand je goûtais le Moadi, par exemple, il y a la question de la... comment dire cela, la CGTB. Et il y a certains propos, quand vous entendez, il y avait David Nana qui était obligé de couper certains. Est-ce que c'est citoyen que de menacer? Est-ce que c'est citoyen que de se dire que l'autre n'a pas le droit de dire sur pourquoi il n'est pas d'accord? Je veux dire, c'est dans ce contexte-là qu'on est. Ce n'est pas forcément la promotion de la pensée unique, non. C'est de trouver ce que nous avons en commun, ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, les objectifs qu'on peut partager ensemble et puis comment y aller. Et je pense que donc il faut savoir vraiment ce qu'on y met. Mais le gouvernement a été clair là-dessus. C'est sur la reconquête du territoire et c'est donc la question sécuritaire autour duquel la thématique a été centrée pour cette année, comme vous le dites. Alors, Juge Bougma, quand on regarde les valeurs de citoyenneté, est-ce qu'elles sont toujours de rigueur dans notre société aujourd'hui? Bon, ça dépend de ce qu'on a défini comme valeur de citoyenneté, puisqu'il y a plusieurs valeurs. Et d'une personne à une autre, pour ne pas dire d'un citoyen à un autre citoyen, et les valeurs ne sont pas forcément les mêmes. Maintenant, il y a des valeurs communes à l'échelle famille, à l'échelle nation, qu'on peut partager. Mais en dehors de ça, chacun a ses valeurs
qui lui sont propres. Et il y en a qui n'en ont pas. Mais il n'y a aucune valeur au-dessus de l'autre. Et puis on l'a ou on ne l'a pas. Donc ça, c'est d'abord ça. Maintenant, au Burkina, quelles sont les valeurs que nous avons identifiées pour en faire des valeurs communes? Au-delà du fait que vous et moi, chacun a ses propres valeurs qu'il chérit. Citons, je ne sais pas, on va nous dire l'intégrité, oui, mais c'est l'époque révolutionnaire, ces valeurs comme le courage, l'intégrité, le patriotisme, la transparence, la rigueur, n'ont jamais aussi été célébrés dans l'imaginaire collectif du Burkinabé que sous cette époque. Après ça, on est rentré dans quoi? Donc, ce qui fait que le premier travail à faire, c'est d'identifier les valeurs auxquelles nous pouvons faire référence. Quand le Damiba est arrivé au pouvoir, ceux qui ont travaillé sur la charte ont proposé une charte des valeurs. Quand j'ai pris la charte des valeurs, je l'ai lue, j'ai dit, est-ce qu'on pourra? Il y en a tellement que finalement, vous ne savez plus à quoi vous allez vous identifier. Donc, en fonction de ce que nous voulons du Burkinabé de demain, c'est quoi que nous avons comme référence des valeurs? Je dis bien à l'échelle nationale. Ou quand on dit Burkinabé, que le sentiment d'appartenance à une même nation, après ça, parce que c'est la nation, la patrie qui nous unit, après ça, c'est quelle est l'autre valeur de référence? Comme la discipline chez les Japonais et les Chinois, comme la grandeur de l'Amérique dans la tête du petit Américain, la force, la puissance de l'Amérique. Quand on parle de l'intégrité, il est difficile de dissocier l'intégrité de la citoyenneté. Est-ce que ce n'est pas cette valeur-là qui doit être commune? Tous les citoyens n'ont pas l'intégrité comme valeur. Sankara l'avait. L'entourage de tous les membres, de tous ceux qui entouraient Thomas Sankara n'avaient pas l'intégrité comme valeur individuelle. Je n'ai pas dit commune. Maintenant, les gens partageaient la même valeur de l'intégrité parce que Sankara non seulement en parlait, mais il le vivait. Il vivait la valeur, à telle enseigne que ses camarades n'avaient le choix que de le faire. Mais après, voilà. Donc, la référence à l'intégrité, on le dit. Sauf que dans les faits, ce n'est pas là. C'est ça, l'intégrité, quoi. C'est quoi on dit quoi, le poupéum, le cœur blanc, quelqu'un qui est vraiment voilà, qui n'est pas dans les coups foireux, qui n'est pas dans les coups tordus, oui, c'est ça. Est-ce que tout le Burkinabé partage ça? Mais il y a des Burkinabés qui partagent cette valeur-là fondamentalement. Donc j'ai dit, Sankara est venu, il en a prôné. Le nom du pays renvoie même à ça. Pays des hommes intègres. Donc si réellement on a accepté que c'est le pays des hommes intègres, que nous en fassions une valeur cardinale à l'échelle nationale, on peut ajouter 2 ou 3 autres valeurs à l'échelle nationale, maintenant que nous nous efforcions de les vivre. Et le problème c'est qu'on ne vit pas ces valeurs-là. Et en fait c'est ça le problème, c'est tout. Moi je n'ai pas dit qu'on ne parle pas d'intégrité au Burkina. Quand on dit Burkina Faso, on dit pays des hommes intègres, point. Mais maintenant, vivre l'intégrité, faire la promotion de l'intégrité en tant que Burkinabé, c'est ce qui manque en fait. C'est de ça que je vais parler. Alors que ceux dont j'ai parlé, ils sont disciplinés, ça se sent, ça se voit dans les faits, dans les actes. Et ils disent, nous devons notre développement à notre discipline. Ça dit qu'ils vivent ça. L'Amérique doit sa force, doit son développement à son état d'esprit, de force, de grandeur. Et l'Américain vit ça et il met ça dans la tête du petit Américain, qui que tu sois, où que tu sois. Partout où tu es sur cette terre, tu es toujours numéro 1 parce que tu es Américain. Nous avons pris quelle référence? En fait, c'est de ça que je vais parler. Donc, c'est de dire, c'est pas de le scander. C'est pas de scander la valeur, c'est de vivre la valeur. Et c'est là où le problème se pose. Parce que dans cette même semaine de citoyenneté, on réunit parfois les élèves ou les étudiants dans un amphi bondé. On les habille de t-shirts où c'est écrit semaine de la citoyenneté avec quelques références des valeurs là-dessus. Quand le jeune quitte la salle, le premier feu tricolore là, il ne respecte pas.
Alors que dans la salle, on lui a dit de respecter. Parmi les panélistes, même, il y en a qui vont griller le premier feu tricolore, même parmi les panélistes. Le tonton qui était assis, cravaté, qui est en train de... Bon, je ne parle pas de... Geoffroy va cravater ce matin. Le tonton qui était assis bien cravaté dans son façon d'enfanner, qui dit à l'enfant, non, il ne faut pas faire ça. Nous, à notre époque, aujourd'hui, c'est la discipline, il faut respecter les lois. Quand il sort, le premier symbole de la loi qui est sur la route, c'est le feu tricolore. Il ne respecte pas ça, il continue. Un problème d'exemplarité. Il y a un problème d'exemplarité. Donc, on ne vit pas ces valeurs que nous prenons. Alors qu'il faut d'abord les vivre. Si on les vit, on règle le problème. Donc, ce n'est pas une semaine de citoyenneté que nous n'allons pas célébrer. Ce n'est pas des jours que nous n'allons pas habiller des t-shirts pour aller sur des conférences sur la citoyenneté. Ce n'est pas ça. Ils ne vont pas appliquer parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent appliquer, puisque celui qui lui dit d'appliquer n'applique pas. Donc, pourquoi il va appliquer? Pourquoi l'enfant va respecter le feu tricolore alors que son papa brûle le feu tricolore? Et c'est tout. Ou le tonton du quartier brûle le feu tricolore. Son papa le remorque, il brûle le feu tricolore. Demain, c'est un de ses tontons qui sort avec lui, qui grille le feu tricolore. Après, demain, c'est sa tante qui sort, qui fait pareil. Est-ce que cet enfant va encore respecter un feu tricolore, même s'il veut? Non, ça va être difficile. Donc, il y a que ce n'est pas qu'on n'a pas de valeurs au Burkina, mais on ne les vit pas. C'est ce que je veux dire. Alors, quand on écoute le juge Bougma, il y a eu un moment de l'histoire où la citoyenneté était de rigueur, où on avait ce concept d'intégrité. À qui incombe aujourd'hui la responsabilité du fait qu'on l'ait perdu? Est-ce que c'est collectif, est-ce au politique ou est-ce à la population elle-même? Bon, quand vous allez regarder les questions de recul sur certaines valeurs et tout, le problème c'est que ça n'incombe pas seulement à une partie. Ça devient un genre de constat partagé dans chacune des composantes même de notre société. Et c'est ce genre de déliquescence-là qui petit à petit gagne tout le monde. Maintenant, les gens diront le poisson pourri par la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était en train de le 15, il y avait l'hommage qui était rendu à Thomas Sankara. Pourquoi? Beaucoup évoquent cette petite période-là pour dire ce dont le Burkinabé il est capable. Mais c'est parce que en son temps, il y avait quelqu'un qui a incarné le leadership de la promotion de ces valeurs-là. Donc, il y a l'exemple à donner. Et tout comme le poisson pourri par la tête, je pense que l'élévation, où il y a quelqu'un qui définissait le développement comme étant la capacité d'une élite à pouvoir se dégager de la masse et à la tirer positivement. Donc si vous n'avez pas cette crème-là qui se met au-dessus, qui donne l'exemple, qui tire par le haut à travers des actes bien concrets, vous verrez des gens pour qui la chose la mieux partagée, c'est d'abord sa poche. Ce sont ses proches. Et le bien public se confond souvent à ce qu'il a de façon personnelle, parce qu'il se dit, bon, le plus important c'est d'abord ma famille. Il ne pense pas État, il ne pense pas pays, il ne pense pas intérêt général. Et quand c'est comme ça, petit à petit, ce sont des valeurs qui partent. Maintenant, dire que, bon, c'est le fait du politique, c'est le fait de ceci, mais il y a des responsabilités. Le pays, il est géré par des gens. Et donc, au fil du temps, vous avez des dirigeants qui s'accommodent de beaucoup d'indélicatesse, où on a l'impunité, même dans des gestions flagrantes et qui sont anormales. Vous vous retrouvez avec des gens qui se disent, mais si lui il fait ça, écoutez, nous on n'est pas venu pour avaler la poussière. Ça commence à devenir un sentiment partagé. Donc, vous comprenez, c'est d'abord une question de leadership des autorités. Parce que regardez, tout à l'heure Bernard a pris un exemple tout simple, la question du feu. Mais des fois vous êtes arrêté au feu, c'est-à-dire que c'est celui qui doit dire aux jeunes, ne brûle pas le feu là. C'est le vieux là même qui fait pimpin et dit mon fils, pardon, faut dire. Et puis le vieux traverse. Vous-même vous regardez les cheveux gris là, vous comprenez que ce n'est pas synonyme de sagesse. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Et ça, c'est des petits actes dans la vie de tous les jours. La citoyenneté là, ce n'est pas la nationalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains définissent un portrait robot du Burkinabé patriote ou quoi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une question de droit civil ou quoi. Non. C'est la promotion du droit civique. C'est dit au-delà de ce qui nous régit là.
Il y a des valeurs dont on parlait tout à l'heure. La question du civisme même, c'est une valeur. Le respect de l'intérêt général, c'est une valeur. J'ai dit, et je prenais le cas tout à l'heure, même le respect de l'autre. Donc, j'ai dit le contexte même, la question de la CGTB est même un cas école. On peut dire qu'on n'est peut-être pas d'accord avec la façon dont ils ni sur l'opportunité de leur meeting. Mais est-ce que c'est citoyen que de menacer et de sortir des machettes? Certains diront, ils le font pour défendre la patrie. Non, c'est pas citoyen. Non, c'est pas citoyen. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments, il y a des petits glissements qu'on se permet, mais qui ne sont pas les valeurs qu'on devrait reconnaître au Burkinabé. C'est pour ça que je disais, lorsqu'on a abordé la question la dernière fois, qu'est-ce qu'on veut donner comme message au reste du monde sur ce qu'est le Burkinabé? C'est ça? Si c'est ça, on s'est trompé. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire l'image que certains ont construite à un moment donné de nous, qui est celle d'intégrer et d'être le symbole de plein de valeurs. Donc, en cette semaine-là, c'est ce type de réflexion-là pour moi qu'on doit mener. Et c'est bien que ce soit recentré sur la question de la sécurité. Quand j'ai dit, c'est l'implication, c'est à divers niveaux. Hein. Par exemple, le président lui-même, il a dit sur la question de gestion que même les militaires, il faut regarder bien dedans. Parce qu'il y a beaucoup, quand vous regardez, vous vous demandez comment ils ont assis leur richesse. Il l'a dit. Mais derrière, il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites. Et certains attendent, mais écoutez, dans ce cas de figure, il faut qu'on fouille bien, qu'on regarde. Il n'y a pas de suite. Sur certains autres dossiers, mais c'est des questions de gestion et de gouvernance. Il faut donner l'exemple. C'est comme ça qu'on arrive à ce que les autres ne se permettent pas de faire comme, parce qu'ils savent que ici c'est pas toléré qu'on fasse comme ça. Donc quand vous posons la question, est-ce que la justice est citoyenne? La justice, elle joue son rôle. Là, le caractère citoyen est lié à vous, moi. Ok? Et c'est des valeurs que vous et moi devons transpirer. Maintenant, le juge, lui, il se doit d'être citoyen aussi. Le juge, tout comme le journaliste que vous êtes, l'agent de la fonction publique. C'est-à-dire que l'intérêt général, c'est ce qui prime pour lui. Et dans sa façon de fonctionner, même quand il travaille et tout, il y a beaucoup d'autres valeurs. C'est pas l'amabilité, il y a beaucoup de choses, vous comprenez. Mais ça, c'est l'effort personnel du citoyen sur lui-même à défendre ses droits, parce que vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. C'est ça aussi le citoyen. C'est-à-dire que vous réclamez, mais vous aussi, vous êtes tenu d'eux. C'est ça le citoyen. C'est pas celui qui s'assoit qui dit j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Non, la société dans laquelle vous êtes là, vous aussi, vous avez quelque chose à apporter et c'est de l'ordre de vos devoirs. Et ça aussi, ça doit être important pour vous. Est-ce que ce n'est pas là tout le problème? Il a parlé des droits et devoirs du citoyen, même à l'échelle du syndicalisme. Est-ce que, au-delà des revendications, on a des droits, on mérite ceci, cela? Est-ce qu'il n'y a pas le devoir aussi? Oui, mais en fait, justement, c'est parce que nous ne vivons pas, en tant que citoyens, les valeurs et tout ce qui va avec. Il n'y a pas seulement que les valeurs. Juval l'a bien dit. Il y a les droits et il y a les devoirs. Mais nous sommes dans une société où on est plus enclin à revendiquer nos droits qu'à assumer nos devoirs. Alors que l'accomplissement de la citoyenneté, ça passe d'abord par l'accomplissement de son devoir. J'ai un devoir, on dit même devoir d'État. Donc, est-ce que j'ai accompli mon devoir d'État? Donc, il y a d'abord ça, et ensuite il y a les droits. Mais on met l'accent beaucoup plus sur la revendication des droits que sur le devoir. À une conférence d'ailleurs sur ces questions, j'avais posé la question à une conférencière. En tant qu'élève, j'ai dit, mais madame, vous parlez beaucoup de droits de l'enfant, des droits de l'enfant, des droits de l'enfant, mais il n'a pas de devoir, quoi. La conférencière dit, non, en fait, vous savez, oui, votre question est pertinente, oui, c'est vrai, en fait, chaque droit engage un devoir. Il dit, aïe, mais pourquoi c'est pas dit? On a trop mis l'accent sur la tête de l'enfant qu'il a des droits, il a des droits, il a des droits, droits ceci, droits cela. À tel enseigne qu'à un moment donné, Laurent Bado s'est écrit que c'est un vieillard, ce n'est plus un enfant.
droit à faire ci, droit à faire ça, liberté à faire ci, liberté à faire ça. Mais le devoir de respect, le devoir de faire ci, ça, le devoir d'accomplir son boulot, de faire ses devoirs en classe, ça, c'est le devoir. Il n'y a personne pour lui dire ça. Donc on a grandi avec j'ai mes droits, je connais mes droits. J'ai mes droits, je connais mes droits. J'ai des droits, je connais mes droits. Le devoir, bon après, encore faut-il qu'il sache même quand on dit devoir, ça veut dire quoi exactement. Alors que le citoyen a des droits et des devoirs. Il y a aussi des choses qui lui reviennent de droit. L'identité, l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une même nation, le droit d'accès aux services publics, la liberté d'accès aux services publics. D'ailleurs, la Constitution dit que nous sommes égaux en droit et en dignité. En droit et en dignité, c'est tout, c'est les deux. Le droit et la dignité. On a égal. Le reste, c'est la compétition, quoi. Donc, on a droit à la richesse, mais maintenant, c'est pas la Constitution qui va dire que voilà, chacun n'a qu'à se battre pour avoir ce qu'il peut avoir. Dans le respect aussi des règles de la compétition à la matière. Et dans le contexte de la crise sécuritaire que nous vivons, quelle est la place de cette citoyenneté-là? Mais nous vivons une crise de citoyenneté. Ce qui se passe, c'est d'abord une crise de citoyenneté. Qui s'ajoute à une crise sécuritaire. Oui, et une crise de valeur, une crise de citoyenneté, une crise de valeur. Non, la crise sécuritaire se nourrit des deux. C'est le terreau, c'est le ferment. C'est la crise de citoyenneté qui a engagé la crise dans laquelle nous sommes. Puisque c'est cette crise de citoyenneté qui fait qu'un citoyen se retourne contre sa patrie, contre sa nation. Quand un citoyen se retourne contre la cité, il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce que la cité lui a fait? Est-ce que la cité a pu lui dire qu'il est citoyen à part entière et qu'il a les mêmes droits, les mêmes devoirs, selon qu'il habite telle localité ou telle localité, selon qu'il est né dans tel groupe socio-professionnel ou dans telle entité sociale? Non. Donc ça, c'est une crise de citoyenneté. Parce que le sentiment d'appartenir à la même nation n'est pas le même sentiment partagé d'une localité à une autre, compte tenu de déséquilibres, même déjà sur le plan des infrastructures et de l'égal accès aux services publics. Et ça a été un ferment pour dire, écoutez, voyez-vous, vous ne comptez pas. La preuve, vous n'avez pas une bonne route. Vous n'avez pas un bon centre de santé, il n'y en a même pas. Vous buvez l'eau à la mare. Vous faites ceci, donc vous ne comptez pas. Assumez-vous et libérez-vous. Donc, c'est une crise de citoyenneté, une crise de valeurs. Maintenant, ces crises-là nourrissent la crise sécuritaire. Avant qu'on arrive aux questions du terrorisme, il y avait la question des grands banditismes. Ça a commencé par les petits braquages en ville. Après, il y a eu les coupeurs de roue, comme on les appelle, les braquages à main armée. Après, c'est des braquages à main armée, mais avec des armes de guerre. C'est-à-dire que c'était en train de monter. À un moment donné, il a fallu une opération spéciale à l'Est pour assainir les forêts. Les Burkinabés avaient élu domicile dans la brousse. Et puis leur champ de prédilection, où ils travaillent pour avoir leur pain quotidien, c'est sortir avec des armes et puis braquer des passagers et puis prendre. Les Congolais sont nés dans quel contexte? C'est dans ce contexte-là que les Congolais sont nés. Des fonctionnaires disaient, vous partez toucher le salaire à la fin du mois, quand vous venez, vous réservez pour ceux qui sont sur la route. On n'a pas besoin de vous dire ça. Et vous mettez ça dans la poche, c'est la poche à côté là. Donc vous faites les billets, donc quand on arrive, vous tendez puis vous passez. Vous savez même que dans le salaire que vous êtes allé toucher là, il faut prévoir. Puisque lui-même, celui qui vous braque la sécurité, que vous êtes fonctionnaire de telle ville, vous êtes allé toucher le salaire, il attend sa part. Et c'est comme ça lui travaille, pour aussi aller nourrir sa famille. Il y a un problème. Parce que la cité n'a pas pu répondre légalement comme il se doit à ses besoins primaires, ne serait-ce que primaires. Donc, nous vivons une crise de citoyenneté et nous vivons une crise des valeurs. Parce que le repli identitaire, c'est une crise de citoyenneté, une crise des valeurs, alors qu'on est dans un système de repli identitaire. Et le repli identitaire, c'est soit la religion, c'est soit l'ethnie, c'est soit, mais c'est la communauté à laquelle on s'identifie, à laquelle on appartient, qui prend de l'ascendance sur la nation. Donc, on préfère le Serge Kaboré de mon village à Geoffroy Vaha qui n'est pas de mon village, mais qui est plus compétent que Serge Kaboré. Mais en attendant, Serge est de chez nous, Serge n'a qu'à venir. Mais est-ce qu'ils sont tous burkinabés? Oui, mais ils sont burkinabés, mais laisse burkinabé là. Lui, il est de chez nous. Point. Crise de valeur, crise d'identité, crise de citoyenneté. Exactement. Qui conduit inéluctablement à une crise sécuritaire. Quelle est la place de la citoyenneté dans le contexte sécuritaire? Bon, je disais à un moment donné, c'est une question de droit, mais aussi de devoir. Bernard le brossait tout à l'heure, c'est qu'au fond, il y a
ce qui est attendu en termes d'accès à un certain nombre d'éléments. Vous êtes dans une contrée où vous avez l'impression d'être oublié. Même le président en parlait. Il dit, avec ses missions à l'intérieur et tout, avant d'être donc chef de l'État, il a vu, il a touché du doigt la misère de certains Burkinabés. Et ça, je me rappelle, c'était lors du premier échange qu'il a eu direct entre les journalistes et lui. Il a dit, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des points, il y a des éléments, il y a des choses que lui, il a vues, mais il s'est dit, mais attends, si moi j'étais à la place, est-ce que ça n'allait pas me donner un autre sentiment d'abandon de la patrie à laquelle j'appartiens. Donc vous comprenez, ça veut dire que c'est des éléments qui peuvent après servir, comment dire cela, le discours de ceux qui veulent venir vous appâter. Et ça, c'est très important. Alors que il y a ce sentiment d'appartenance à une patrie là qui doit être forte. Ce sentiment là qui doit être fort, qui fait que vous savez que vous êtes, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes important pour certains, pour lesquels vous aussi vous avez accordé une importance. Ça, c'est un élément qui est très important. Quand vous avez un genre de vase communicant, vous vous dites que vous partagez quelque chose avec des gens, ça c'est très important. Mais quand vous avez l'impression que tout est coupé, que vous êtes oublié, c'est très facile de vous retourner. Et le discours peut être très vicieux. Et le temps où vous allez vous rendre compte, c'est une radicalisation dans laquelle on vous a mis en termes de processus. Donc vous comprenez, ça veut dire que ça paraît des petits éléments, mais ça, déjà, c'est des éléments qui sont très importants. Et j'ai dit aussi que dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, c'est quoi? Bernard le disait tout à l'heure, on vient parce qu'aujourd'hui on a les rênes, dans nos plans de développement, qu'est-ce qu'on fait? Dans nos choix, on choisit là d'où on vient, on choisit d'investir ou pour ce qui est plan de développement, de les orienter vers où c'est d'intérêt pour nous. Alors que on se rend compte concrètement qu'il y a des zones où les besoins sont clairs. Il y a des parties du Burkina qui sont oubliées en matière de voies et tout, alors que ce sont des greniers. C'est-à-dire que comment on peut comprendre ça? Qui ont besoin de déboucher, et ça, c'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant, et pour ces régions-là, et pour les autres régions du Burkina qui ont besoin de bénéficier du surplus de production qu'on a souvent pendant certaines saisons concernant ces zones-là. Mais le développement là n'a pas intégré dans ses choix cette réalité logique-là en termes d'infrastructure et tout. Parce qu'on a préféré faire comme ceci. On a eu des visions, on s'est dit, bon écoute, là, je sais que c'est mon fief. Au moins, je sais que si on densifie les choses là-bas, les prochaines élections, avec eux, ça c'est bon. Les autres là, tu vas leur donner. Ils vont vous dire, ceux-là, tu vas donner tout. Ils ne vont jamais te voter. Voilà le gars là qui est là. Donc, vous comprenez, quand vous fonctionnez comme ça, après, ne soyez pas surpris que petit à petit des distances se créent, et puis petit à petit à un moment donné vous vous réveillez, et puis on vous dit que ils sont passés par eux pour vous fragiliser. Mais en clair, c'est que la fracture là, elle est née de façon indicible, et puis petit à petit vous avez contribué à lézarder davantage le mur. Mais c'est pour ça qu'on parle des valeurs de la citoyenneté. C'est dire que je suis désolé de le dire, il n'y a pas un Burkinabé qui est au-dessus de l'autre. Parce que là, maintenant, on parle de la nationalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Et chacun a ses droits et ses devoirs. Et on respecte les droits de l'autre. Et les devoirs qui sont les nôtres, on n'attend pas qu'on nous impose de le faire. On y va parce que pour nous, c'est notre contribution même à la vie sociétale à laquelle on appartient. À l'échelle de la gestion administrative de l'État, n'est-ce pas pour corriger ces lacunes qu'il y a eu, par exemple, cette loi sur la méritocratie et la dépolitisation? Ça encore, moi je prends les choses avec des pincettes. Parce que, je suis désolé de le dire, c'est que je pense que ce ne sont pas des engagements tapuscrits textuels là qui peuvent changer les gens sur leur comportement et les valeurs. Sinon, tout le monde sait que quand on veut faire un recrutement, parce qu'on a des objectifs, on met celui qu'il faut à la place qu'il faut au regard du mérite. Vous pensez que celui qui fait appel à quelqu'un qui est moins compétent, il ne sait pas? Il sait, il en a pleinement conscience. Mais seulement son problème, c'est quoi? C'est que ici, là, c'est pas son entreprise, c'est l'État
c'est pour tout le monde. Si le gars il n'arrive pas à rendre les objectifs, c'est pas ça le problème. Le plus important, tant que celui que j'ai mis là, il me permet de pouvoir continuer et avoir mon degré d'influence et par ricochet me permet d'avoir le retour sur la confiance que je lui ai portée et en espèce sonnante et trébuchante, il n'y a pas de problème. Mais qui ici est comment dire cela, qui ici est floué? Celui qui est floué, ce n'est pas l'État, c'est nous tous. C'est-à-dire que celui qui est floué là, c'est nous tous. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance à une communauté pour laquelle on veut un bonheur, ce n'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est lui, son besoin personnel là. C'est ça qui prime. Et tant qu'on réfléchit comme ça, ça sera vraiment toujours compliqué. Ça sera vraiment compliqué. D'accord. On termine ce sujet avec celui qui fâche, le sujet qui fâche. Quand on parle aujourd'hui de ce qui se passe entre la CGTB et la rue qui grogne, beaucoup en veulent, beaucoup tirent à boulet sur le journaliste qui ose en parler. Quelle est la place de la citoyenneté dans ce cas de figure? Non, tout ça, ce sont les conséquences de la crise de citoyenneté et de la crise des valeurs. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Parce que le citoyen, celui qui gère la cité n'est pas arrivé à faire comprendre aux citoyens ses droits, ses obligations, ses devoirs. Il n'a pas pu lui faire comprendre ça. À tel enseigne qu'à un moment donné, la crise est montée que aujourd'hui, des gens se sont arrogés effectivement le droit, des citoyens, le droit de défendre et de faire la police de la cité. Alors que non, il y a une police de la cité, il y a quelqu'un qui dispose de la force légale, de la police, comment on appelle ça, de la violence légale d'ailleurs, si je peux aller ainsi, de la violence légale, et qui autorise qu'effectivement qu'on réprime des gens aux yeux de la loi. Mais comme il y a une crise de citoyenneté et une crise des valeurs au niveau de la cité, des citoyens se disent, si nous-mêmes on ne s'organise pas pour défendre la cité va périr. C'est tout. C'est la peur de la perte de la cité. Il y a deux forts sentiments qui gouvernent le monde, la peur et puis l'amour. La peur qui fait que quelqu'un peut se tuer juste pour se protéger. La peur qui fait que quelqu'un vous devance pour gifler, dire qu'il voulait me gifler. Que j'ai eu peur qu'il me gifle, c'est pourquoi moi j'ai anticipé. La peur qui fait que quelqu'un détale. Donc la peur aussi qui fait que quelqu'un devient violent, hystérique. Mais c'est ce que nous vivons. En fait, ce que nous vivons là, c'est très profond. Hein. C'est très profond, mais on ne sait même pas que nous vivons dans une crise de citoyenneté profonde. Et donc, ces messieurs et ces dames qui parlent, qui font des vidéos, qui menacent, également sont convaincus que leur mission, c'est d'accompagner le pouvoir pour protéger la cité, pour que la cité ne puisse pas périr. Et si on permet à des gens d'envoyer des sons de cloche contraires, ce qu'on redoute là risque d'arriver. Et comme on a peur de ce qui va arriver éventuellement, on menace pour que ça n'arrive pas. Est-ce que l'adulte qui est l'État dans ce cas de figure, son silence n'est peut-être pas coupable? Mais justement, c'est là où j'ai dit que c'est celui qui gère la cité qui a failli. Et c'est un travail qui a commencé depuis de nombreuses années. Ne regardons pas maintenant. Regardons le contexte du Burkina. Le Burkina était un contexte à part entière. Depuis les indépendances, 1966, et les grandes dates qui ont marqué notre histoire commune jusqu'à maintenant. Ils disent quoi d'ailleurs? Ils disent que ce sont les mêmes qui, depuis 27 ans, ont passé leur temps à tirer sur la corde. C'est pourquoi on en est là. Donc ça doit s'arrêter. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que monsieur fait un diagnostic qui peut être faux. Mais il fait son diagnostic et il dit que c'est parce qu'on leur a permis depuis de nombreuses années de faire les mêmes revendications. Liberté, liberté, comme si on a mangé. Qu'on est arrivé là. Il justifie. Mais maintenant, effectivement, on a également un État qui, face à certaines situations, n'a pas su faire preuve de responsabilité. Et là aussi, il faut assumer. Qui a permis que ceux qui revendiquent ou ceux qui menacent pensent qu'ils sont plus forts. Quand quelqu'un se dit plus fort que l'État, c'est avec la complicité de l'État. Si quelqu'un vole l'État, c'est avec la complicité de l'État. Sinon, ce n'est même pas du tout possible. Mais maintenant, si vous avez des gens qui ont incarné l'appareil de l'État, à un moment donné, qui n'ont pas assumé pleinement et entièrement leurs responsabilités, qui ont fait comprendre aux citoyens qu'il a plus de droits et de devoirs, et qu'à la moindre revendication, si vous pouvez accéder, naturellement, on rentre à un moment donné dans ce cercle-là, dans un cycle, et c'est dans ça que nous sommes. Donc ces citoyens qui se disent, qui disent protéger l'État, en fait c'est simple, dans leur vision, dans leur entendement, il faut protéger le Burkina contre les oiseaux de mauvaise augure. Vous savez que l'enfer est parsemé de bonnes intentions. On peut brûler un pays en étant de bonne foi.
on peut brûler un pays en étant de bonne foi. En étant de bonne foi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Plutôt que d'invectiver, plutôt que de dire c'est du n'importe quoi, c'est des gens de bas niveau, c'est de ceci, c'est de cela. Non, créons les conditions d'un dialogue sincère. Créons les conditions pour nous parler, mais ne justifions pas. Ne cherchons pas des excuses. Les excuses, c'est dire ils sont si. Ceux qui maintenant disent ouais, les excuses et les accusations, c'est dire ils mangent à leur faim, ils ont un salaire, ils ont la bière, ils sont frais à Ouaga, c'est pourquoi ils font ça. Et les autres disent ils n'ont pas un bon niveau de compréhension, ils mélangent les choses, ils ne comprennent rien. Chacun justifie les écarts de l'autre qui l'a trouvé. À telle enseigne que personne n'est maintenant responsable de ce qui peut arriver. Et alors que non. Le sujet sera d'ailleurs reconvoqué pour les semaines à venir à l'occasion de cette semaine nationale de la citoyenneté. Mais nous sommes pris par le temps et nous allons avancer avec le deuxième sujet retenu pour cette 5e convocation du tribunal de l'actualité. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé qu'une tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum aurait été interceptée. Juge Baha, comment vous avez accueilli une telle information, une tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum? Bon, on a pris ça comme tout le monde. Hein. Et on a cette communication-là qui dit que bon, ça a été déjoué et que le président Bazoum, avec certains de ses proches, tentait donc de rejoindre sûrement un lieu où 2 hélicoptères affrétés par, disent-ils, un pays étranger, attendait de les exfiltrer vers le Nigeria. On dit qu'il était même accompagné de 2 de ses cuisiniers, je pense, et il y avait des éléments de sécurité qui peut-être travaillaient à cette exfiltration-là. Et donc ça, quand on regarde, ils disent que ça a été déjoué. Mais c'est clair que Bazoum, qui est en résidence surveillée depuis le coup d'État, c'est clair qu'il reste un enjeu. Quand la CEDEAO même décide de brandir la menace d'une intervention militaire, entre eux, ils se posent aussi la question de savoir, mais dans ce cas de figure, quel pourrait être le sort de Bazoum, celui-même pour lequel on dit qu'on veut intervenir et tout. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de dommages collatéraux qui engageraient même la vie de cet ancien président-là. Donc c'était des éléments qui entrent pour moi clairement en ligne compte dans la lecture des choses. Et c'est sûr que si on parvenait d'une certaine façon à l'exfiltrer, qu'il était ailleurs, ça pourrait changer la donne aussi, même sur cette question d'intervention militaire au Niger. Et moi, c'est quelque chose que je pense de façon forte. Et je crois aussi que les autorités nigériennes, les nouvelles, en sont conscientes. Et c'est pour ça, si vous vous rappelez, il avait été donné à un moment donné, maintenant ça n'a pas pu être confirmé ou infirmé, la menace sur la vie même du président, au cas où il y aurait une velléité d'intervention directe au Niger. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un dont la présence sur le sol pèse forcément dans la balance de décision. Et je pense que ça, les autorités, ils en sont conscients. Et je dis, ce n'est pas une surprise aussi forcément que celui qui est en résidence surveillée l'attend de se chercher. Voilà. Juste pour la réussite de ce plan d'évasion, on apprend que 2 hélicoptères affrétés par une nation étrangère étaient positionnés. Oui, une puissance étrangère. Une puissance étrangère était positionnée pour les cueillir. Alors, il y a d'abord 2 lectures. Si cette affaire est vraie, bon, ça veut dire que le dispositif même en lui a un problème. Si l'affaire est vraie, c'est que le dispositif de garde, de sécurité, voilà, la sérénité n'est pas très ça. Parce que arriver à pouvoir les faire sortir avec tout ce plan, comment est-ce que vous gérez maintenant votre dispositif aérien? Alors que vous avez même menacé que s'il y a des vols induits, vous allez vous assumer. Et comment ces hélicos ont pu être positionnés à l'insu du Niger. Deuxième fait, ça veut dire que Bazoum tente le tout pour le tout, au cas où c'est vrai, tente le tout pour se sortir de là. Peut-être que c'est qu'il sait ce qui l'attend, ou il s'est dit si je sors, il peut mieux organiser la résistance.
Parce que ce n'est pas aussi l'homme qui s'est rangé, qui a accepté très rapidement, lâcher prise et puis passer à autre chose malgré la pression. Donc maintenant, par rapport à la situation d'ensemble, maintenant, j'ai dit si c'est vrai, ça complique aussi la situation à Bazoum. Parce que dès lors que ça n'a pas marché, vous avez éveillé les soupçons, les conditions de détention peuvent être corsées maintenant. Vous pouvez délocaliser et puis ça risque d'être davantage corsé. En fait, c'est ça. En Côte d'Ivoire, le rappel historique, quand Laurent Gbagbo avait été mis aux arrêts, ce n'est pas Abidjan que Alassane l'a fait détenir. C'est à Korogo. Avec le célèbre Fofié comme patron de garde. C'est un autre niveau. D'abord, sur le plan de la dissuasion, c'est compliqué. D'abord, c'est en zone rebelle, c'est des seigneurs de guerre. Et on vous confie un tel monsieur que c'est lui qui doit veiller sur vous. Vous savez à quoi vous en tenir en termes de comportement déjà. Et sur le plan psychologique, c'est pas simple à gérer. Et donc, ça va induire que les conditions de Bazoum risquent de se durcir. Tout comme ça peut être, peut-être que c'est les militaires qui ont trouvé une formule pour davantage durcir les conditions, ou je ne sais pas moi, mais une tentative d'évasion dans ces conditions, il faut être suffisamment courageux pour pouvoir risquer, parce que c'est une entreprise suicidaire. L'espoir, c'est ce qui fait vivre, mais est-ce que inéluctablement les dés ne sont pas jetés pour le président Bazoum? Oui, en fait, l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Et tant qu'on respire, effectivement, on doit pouvoir se battre pour s'en sortir là. Il y a même une philosophie qui sous-tend que même quand vous vous sentez comme une souris blessée, saignant entre les pattes des chats affamés, il faut garder le moral, ça peut venir. Donc je pense comme on appelle ça, la rescousse peut venir. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la situation, c'est de se dire que je peux tenter un dernier coup d'essai qui peut être un coup de maître. Mais ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. L'opération pouvait mal se passer. Ça veut dire qu'il pouvait avoir la possibilité de sortir, mais pour atteindre les hélicos, quelque chose d'autre pouvait se passer. Tout comme les géoliers et ceux qui ont eu vent pouvaient laisser faire, arriver à un certain niveau, régler les choses et puis passer à autre chose, puis dire bon, tentative d'évasion avec tout ce qu'il y a. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est une entreprise hautement risquée. Il va falloir réfléchir par deux fois avant de pouvoir l'engager. D'accord, 5 minutes d'émission. Dans un tout autre communiqué émanant cette fois-ci des autorités maliennes, on apprend que le gouvernement de Bamako accuse la France de vouloir faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait coordonné. Oui, quand on lit le communiqué, c'est un peu ça. Ils disent que c'est la France qui est derrière, parce que le retrait, parce que la MINUSMA a quand même des camps. Quand vous voyez, on parle de ceux de Kidal, Tessalit et puis, je sais pas, Gerhok ou quoi, mais quand ils sont en train de partir, normalement ça devrait être coordonné. Et vous savez, l'enjeu même du départ des forces des FAMA vers Kidal, c'était bien ça, c'est récupérer rapidement les camps qui seront désertés par la MINUSMA, et des camps sur lesquels les forces, comment dire cela, séparates, comment ils s'appellent, ceux de l'Azawad et qui sont indépendantistes, qui défendent ces choses-là, ce sont des éléments qui lorgnent aussi. Maintenant, évidemment, c'est un enjeu, parce que quand on parle de camps, ce sont des positions stratégiques. Et puis, qui sait, est-ce qu'avec le départ forcé, parce que parlons de la MINUSMA, c'est un départ forcé, donc voulu par le Mali, avec ce départ forcé, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des éléments qui restent qu'on ne peut pas emporter? Dans ce cas de figure, celui qui vient occuper le camp, ça devient du pain béni pour lui. Et si cela vient aux mains de terroristes ou de ces indépendantistes-là qui par moments aussi s'en prennent à l'État malien lui-même, est-ce que ça ne risque pas d'être dommageable? Donc c'est dans ce jeu de pression-là aussi que la MINUSMA est en train de partir, et forcément le Mali qui regarde les choses qui se font de façon peut-être non coordonnée avec les FAMA, il trouve donc quelque chose de louche, et ça ne peut être que normal, parce que ça peut servir et aux terroristes et au groupe indépendantiste qu'il y a là-bas. D'accord. Selon le communiqué, on parle de propos tenus par le ministre français des Armées, de propos subversifs. Finalement, on a tout de même l'impression que ce paternalisme dont la fin avait été annoncée par le président Emmanuel Macron n'était que pure illusion. Non, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un président décrète la fin du paternalisme. Un président français décrète la fin de la France-Afrique. Ils le disent, mais ils ne peuvent pas. La coupure du cordon ombilical, c'est des faits, ce n'est pas des paroles. Parce que
ceux qui le disent savent même que c'est par le système France-Afrique même qu'ils ont été élus. Par des entreprises qui sont souvent installées ici et qui financent leur campagne. Et qui sont les relais également de membres même du gouvernement. Et c'est ça. Donc, non, moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ces affirmations. Je crois à une Afrique qui s'assume, qui sache ce qu'elle veut en priorité et qui sait négocier ce qu'elle veut avec qui elle veut. C'est à cette Afrique-là, je crois. Mais l'Afrique où il faut s'attendre à ce qu'un chef de l'État français dit que la France-Afrique c'est fini puis on applaudit, non. Parce qu'après les mêmes le disent qu'on a des intérêts, on fera tout pour que nos intérêts soient préservés. Donc, ça n'a pas de sens. Sarkozy l'a dit, mais ce n'est pas le même qui a dit que si on nous libère, si on nous permet de battre notre propre monnaie, la France va perdre beaucoup. Elle peut être même reléguée au 20e mondial. C'est le même Sarkozy qui l'a dit. Alors que le même Sarkozy a dit que la France-Afrique c'est fini. Non, je ne crois pas aux affirmations des dirigeants français. Je crois beaucoup plus à des leaders africains qui s'assument sur certaines choses. Ce qui est vrai, c'est que ça ne sera pas facile. Il n'y a pas l'indépendance, la liberté, la souveraineté à 100% qui n'existe pas aussi à un prix. S'il y a un prix à payer, est-ce que nous sommes prêts? Parce qu'on nous a fait comprendre qu'on n'est pas prêts. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes prêts? C'est à ce moment que les choses changent. Maintenant, si les Maliens également pensent que pour avoir humilié entre les Français, et puis les Maliens n'ont pas été, n'ont pas fait dans la dentelle, dans la revendication et dans la posture vis-à-vis de certains dossiers, pardon, oui, à la France, et penser que ça va également couler de source, ça va être très compliqué parce qu'on se rappelle toujours des propos de l'ancien patron de la DGSE sur un plateau d'émission. Et ça fait le tour, la vidéo même est devenue virale, ça fait le tour du monde. Il sait de quoi il parle. Et donc ceux également qui sont en face savent. Maintenant, il appartient, je dis bien, au président africain, effectivement, de s'assumer. C'est bon de dénoncer des propos injurieux, des propos biscornus, comme ils le disent dans le communiqué, mais c'est mieux de s'assumer. Je pense c'est mieux. Alors, dernière réaction sur le sujet, tout est parti de propos du ministre français des Armées, des propos qualifiés de subversifs par l'État malien. Oui, c'est vrai que depuis entre le Mali et la France, il y a eu des passes d'armes en matière d'échange, en tout cas fort, ça c'est clair, même en diplomatie et tout. Maintenant les militaires aussi s'y mettent, ça c'est normal. Maintenant, moi je pense que sur la question du retrait de l'aménagement, là il faut comprendre aussi, parce que la plupart des forces qui sont là-bas, je pense que c'est des Tchadiens, beaucoup plus qui y sont. Et quand vous regardez, il y a un véritable enjeu qui est en train de se jouer là-bas, et c'est normal que le Mali soit très prudent et à dire que il y a comme s'il y a des camps qu'on veut offrir avant de partir, parce que regardez, il y a même 2 avions. Bon, après on nous dit c'est 1, je ne sais pas trop le nombre, mais des FAMA qui devraient atterrir à Tessalit sur la question du camp, parce qu'ils savaient que Darda, les gens de l'aménagement sont en train de chercher à partir. Donc il faut très rapidement prendre contrôle, même s'ils savaient que c'était à la mi-octobre que le départ allait se faire. Mais ils ont essuyé des tirs quand ils tentaient d'atterrir. Mais après on nous a dit que les femmes ont pu atterrir, mais après même ils ont même pu repartir. Donc ils ont essuyé des tirs. Et les tirs de qui? Ça doit être peut-être des groupes Touareg, ou bien parce que là-bas c'est beaucoup, hein, il y a G6, il y a Al-Qaïda, il y a tout ce que vous voulez là-bas. Donc dans ce cas de figure, ça devient des points à enjeu fort. Et quand depuis Paris quelqu'un en parle, ou vous voyez qu'il y a comme un plan derrière, évidemment le Mali est dans son droit de soupçonner, en tout cas des pays qui soutiennent des retraits non coordonnés en tout cas. Et surtout que quand il regarde, au fond, ça risque de desservir le Mali dans sa lutte actuelle. Étant entendu que quand vous prenez les groupes Touareg là, ils ont commencé aussi à tirer sur l'armée malienne. Donc ça devient un vrai bourbier, et je ne pense pas que la France soit partie de gaieté de cœur. Et si le pourrissement peut faire regretter qu'il ne soit pas là, je ne pense pas qu'ils vont s'en faire l'économie, d'autant plus qu'on connaît aussi comment est-ce qu'elle se comportait dans la plupart des histoires de nos pays. Point final pour cette audience du tribunal de l'actualité, la 5e et la dernière de la semaine. Merci juge Geoffroy Baha pour les angles de regard et d'analyse apportés tout au long de la semaine. Merci juge Bernard Bougman pour également les clés de lecture apportées tout au long de cette semaine. Merci à vous mesdames et messieurs qui nous avez suivis.
ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous lundi pour une autre convocation.